Il y a des choses que nous cherchons à comprendre et d'autres qui, simplement, nous résistent. Parfois, au milieu d'une journée ordinaire, une image surgit sans raison, un visage entrevu dans la foule qui rappelle quelqu'un qui n'existe pas, une sensation ancienne qui remonte sans mémoire précise, comme si quelque chose en nous reconnaissait une forme sans pouvoir la nommer. Il arrive qu'en lisant un livre, en regardant un film, en écoutant une chanson, quelque chose se dépose en nous, une résonance sourde, un écho qui semble venir de plus loin que notre propre vie, de plus loin que notre propre histoire. Ces moments ne s'expliquent pas facilement, ils ne se réduisent pas à des souvenirs, ils ne correspondent à rien de précis, et pourtant ils touchent, ils déplacent, ils ouvrent quelque chose qui ressemble à une reconnaissance silencieuse. Nous vivons dans un monde qui valorise la raison, qui mesure, qui vérifie, qui explique, un monde où presque tout peut être décomposé, analysé, compris. Et pourtant, malgré cette rationalité croissante, malgré cette clarté affichée, certaines histoires continuent de circuler, de se transformer, de réapparaître sous des formes nouvelles, des récits anciens qui traversent les siècles sans jamais vraiment disparaître. Non pas parce qu'ils seraient vrais au sens factuel, non pas parce qu'ils expliqueraient le monde mieux que la science, mais parce qu'ils touchent une part de l'esprit qui ne fonctionne pas par raisonnement, une part qui ne demande pas de preuves, qui ne cherche pas la cohérence logique, qui répond à autre chose. Cette part existe, même chez ceux qui ne croient en rien, même chez ceux qui refusent toute pensée magique, même chez ceux qui se méfient des symboles et des interprétations. Elle se manifeste dans les rêves, dans les images qui reviennent, dans les impressions diffuses qui accompagnent certains moments, dans cette sensation étrange que quelque chose de familier se cache sous la surface du quotidien. Et c'est peut-être là que réside la force silencieuse des mythes, non pas dans ce qu'ils racontent, mais dans ce qu'ils réveillent, non pas dans leur contenu, mais dans leur capacité à toucher des structures intérieures qui échappent à la conscience claire. Les formes qui traversent. Il existe des histoires que personne n'a inventées, du moins pas de manière isolée, des récits qui apparaissent dans des cultures qui ne se sont jamais rencontrées, qui se répètent avec des variations infinies, mais une structure étonnamment stable. L'enfant abandonné qui devient héros, la descente dans les profondeurs suivie d'une remontée transformée, la rencontre avec une figure dangereuse qui devient guide, le passage par la mort pour accéder à une forme nouvelle de vie. Ces motifs ne sont pas de simples coïncidences, ils ne résultent pas d'emprunts culturels, ils émergent spontanément, comme si l'esprit humain, confronté à certaines expériences fondamentales, produisait naturellement certaines formes narratives. Ce qui frappe, c'est que ces formes continuent de fonctionner, même quand on ne croit plus aux dieux, même quand on ne pratique plus les rituels, même quand on ne reconnaît plus explicitement leur origine. Elles réapparaissent dans les films, dans les romans, dans les séries, dans les jeux vidéo, sous des apparences modernes, technologiques, rationnelles, mais avec les mêmes structures profondes. Le héros qui refuse d'abord l'appel, qui hésite, qui doute, puis qui franchit un seuil, qui entre dans un monde inconnu, qui rencontre des alliés et des adversaires, qui affronte une épreuve centrale, qui revient changer. Cette structure se répète, non pas parce que les créateurs la copient consciemment, mais parce qu'elle correspond à quelque chose qui fonctionne, à un mouvement qui résonne, à une progression qui semble juste sans qu'on puisse dire pourquoi. Les recherches en psychologie cognitive suggèrent que certains schémas narratifs sont traités plus facilement par l'esprit humain, qu'ils activent des circuits neuronaux anciens, qu'ils s'appuient sur des mécanismes de reconnaissance de patterns qui précèdent le langage. L'esprit cherche naturellement des structures, des régularités, des séquences prévisibles. Il organise l'expérience en histoire, en causes et conséquences, en débuts et fins. Et certaines configurations narratives semblent particulièrement adaptées à cette tendance. Elles correspondent à la façon dont l'esprit structure spontanément l'expérience, dont il donne sens au chaos,
dont il transforme la succession brute des événements en quelque chose de compréhensible. Mais il y a plus que la structure, il y a aussi les figures, les personnages récurrents qui peuplent ces histoires. La mère nourricière et la mère dévorante, le père protecteur et le père tyrannique, l'enfant innocent et l'enfant sage, le vieillard sage et le vieillard fou, la jeune femme pure et la femme dangereuse. Ces figures ne sont pas de simples stéréotypes culturels, elles émergent de l'expérience humaine universelle, de la relation à la mère, au père, aux figures d'autorité, au père, à soi-même. Elles condensent des dynamiques affectives complexes, des ambivalences profondes, des tensions psychiques fondamentales, sous des formes simples, reconnaissables, chargées émotionnellement. Quand on rencontre ces figures dans un récit, quelque chose en nous répond, non pas parce qu'on les reconnaît intellectuellement, mais parce qu'elles activent des résonances intérieures, des échos affectifs, des impressions familières. C'est comme si ces figures touchaient des zones de l'esprit qui se sont formées très tôt, avant la pensée abstraite, avant le langage élaboré, dans les premières expériences relationnelles, dans les premiers apprentissages émotionnels. Et c'est cette profondeur qui leur donne leur force, leur capacité à traverser les époques, à résister à la désillusion, à continuer de fonctionner même quand on sait qu'elles ne sont que des constructions narratives. Ce qui échappe au langage clair. Il y a des choses que le langage ordinaire ne peut pas dire, ou qu'il ne peut dire qu'en perdant l'essentiel, des expériences trop ambiguës, trop contradictoires, trop fluides pour être capturées par des mots précis. L'amour qui ressemble à la haine, la peur qui contient du désir, la joie qui touche la tristesse, la mort qui évoque la naissance, la destruction qui ouvre la création. Le langage rationnel fonctionne par distinction. Il sépare, il classe, il oppose, il définit en délimitant, en excluant ce qui n'appartient pas à la catégorie. Mais l'expérience vécue ne fonctionne pas toujours ainsi. Elle mélange, elle superpose, elle fait coexister des contraires, elle hésite entre des pôles sans jamais se fixer complètement. Les mythes peuvent accueillir cette ambiguïté, parce qu'ils ne sont pas tenus à la cohérence logique, parce qu'ils fonctionnent par image, par symbole, par condensation. Une figure mythique peut être à la fois mère et monstre, protectrice et dévorante, source de vie et menace de mort, sans que cette contradiction pose problème, parce que le mythe ne cherche pas à définir, il cherche à évoquer, à suggérer, à faire sentir. Il peut dire en même temps des choses opposées, il peut tenir ensemble ce que la pensée rationnelle doit séparer, il peut exprimer des vérités psychiques profondes qui n'ont pas de formulation conceptuelle simple. C'est pour cela qu'on ne peut pas vraiment traduire un mythe en langage clair, qu'on ne peut pas résumer ce qu'il dit sans le réduire, sans perdre ce qui fait sa force. Quand on explique un mythe, quand on l'analyse, quand on le décompose en signification explicite, quelque chose s'échappe, quelque chose qui résidait justement dans l'obscurité, dans la polysémie, dans la capacité à dire plusieurs choses en même temps. Le mythe fonctionne comme le rêve, il condense, il déplace, il symbolise, il crée des liens entre des éléments apparemment sans rapport, il produit du sens sans passer par la logique explicite. Les neurosciences montrent que le cerveau traite différemment les informations selon qu'elles sont présentées sous forme conceptuelle ou sous forme narrative imagée. Les concepts activent principalement les zones du langage, les régions préfrontales associées au raisonnement abstrait, les circuits de la logique séquentielle, les images narratives, les symboles, les métaphores activent des réseaux plus larges, incluant les zones émotionnelles, les régions visuelles, les circuits de la mémoire autobiographique, les systèmes de simulation mentale. Elles engagent l'esprit d'une manière plus globale, plus incarnée, plus affective. Elles créent une expérience plutôt qu'une compréhension. Elles font sentir plutôt qu'elles ne font savoir. C'est pourquoi un mythe peut toucher quelqu'un qui ne comprend pas exactement ce qu'il signifie, qui ne peut pas l'expliquer,
qui ne saurait pas dire pourquoi il résonne. Parce que le mythe ne demande pas d'être compris au sens intellectuel, il demande d'être ressenti, reconnu, accueilli par des parties de l'esprit qui ne passent pas par la pensée claire. Il parle à l'intuition, à l'affect, à cette zone floue où se mêlent la sensation, l'émotion, la mémoire diffuse, l'impression vague, le pressentiment. Et dans un monde qui privilégie la clarté, la précision, la définition, cette capacité à dire ce qui résiste au langage clair garde une valeur, non pas comme une forme inférieure de pensée qu'il faudrait dépasser, mais comme une modalité nécessaire pour accéder à certaines dimensions de l'expérience, à certaines vérités qui ne peuvent pas être formulées autrement. Les structures invisibles de l'expérience. Nous ne percevons pas le monde tel qu'il est, nous le percevons à travers des structures, des filtres, des schémas qui organisent l'expérience avant même qu'elle devienne consciente. Ces structures sont anciennes, elles se sont formées au cours de l'évolution, au cours de l'histoire individuelle, au cours des premières années de vie, elles fonctionnent en arrière-plan, invisibles, automatiques, silencieuses. Elles déterminent ce qui attire l'attention, ce qui semble important, ce qui fait sens, ce qui provoque une réaction émotionnelle sans qu'on ait besoin de réfléchir, sans qu'on puisse toujours justifier pourquoi. Les mythes semblent te toucher directement ces structures, comme s'ils étaient façonnés pour s'y ajuster, pour les activer, pour les faire résonner. Ils mettent en scène des situations qui correspondent à des défis psychiques fondamentaux, la séparation, la perte, la confrontation au danger, la recherche d'identité, la rencontre avec l'altérité, le passage d'un état à un autre. Ces situations ne sont pas abstraites, elles sont vécues, corporelles, chargées d'affect. Elles font partie de l'expérience humaine universelle, même si chaque culture les habille différemment, même si chaque époque leur donne des formes spécifiques. L'enfant qui doit se séparer de la mère pour devenir autonome, l'adolescent qui doit quitter l'enfance pour entrer dans l'âge adulte, l'adulte qui doit affronter la limite, la finitude, la mort. Ces transitions sont structurantes, elles marquent la psyché, elles laissent des traces, et les mythes racontent ces passages, les mettent en forme, les rendent pensables, supportables, signifiants. Ils ne les racontent pas comme des événements historiques, ils les racontent comme des processus intérieurs, des transformations psychiques, des mouvements de l'âme sous le voile d'histoires extérieures. La descente aux enfers n'est pas seulement un voyage géographique, c'est une plongée dans les profondeurs de soi, une confrontation avec ce qui est refoulé, oublié, rejeté, une traversée de la nuit psychique. Le combat contre le monstre n'est pas seulement un affrontement physique, c'est une lutte contre les forces intérieures qui paralysent, qui dévorent, qui empêchent de vivre, une confrontation avec la peur, avec la destruction, avec la mort. La rencontre avec le guide, avec le sage, avec la figure secourable n'est pas seulement une aide extérieure, c'est la découverte d'une ressource intérieure, d'une capacité jusque-là ignorée, d'une force qui sommeillait. Les mythes fonctionnent comme des cartes du territoire intérieur. Ils tracent des chemins possibles, ils montrent des passages, ils indiquent des dangers, ils suggèrent des ressources. Ils ne donnent pas de solutions toutes faites, ils ne prescrivent pas de conduite précise, mais ils offrent des structures, des modèles, des formes qui peuvent accueillir l'expérience vécue, qui peuvent lui donner une intelligibilité minimale. Ils disent, de manière implicite, que ce qui vous arrive est déjà arrivé, que d'autres l'ont traversé, que c'est possible de le traverser, qu'il existe un sens, même obscur, même difficile à saisir. Cette fonction consolatrice, structurante, persiste, même quand on ne croit plus aux dieux, même quand on ne pratique plus les rituels, parce que les défis psychiques fondamentaux ne disparaissent pas avec la modernité. La séparation reste difficile, la perte reste douloureuse, la mort reste effrayante,
la transformation reste incertaine et l'esprit continue de chercher des formes pour contenir ces expériences, pour les rendre pensables, pour ne pas être submergés par leur force brute. Les mythes offrent ces formes anciennes, éprouvées, transmises, transformées, mais toujours actives, toujours capables de fonctionner, toujours disponibles pour celui qui en a besoin. La résonance sans croyance. On peut ne croire en rien, ne pratiquer aucune religion, rejeter toute pensée magique et pourtant être touché par un mythe, reconnaître quelque chose dans une histoire ancienne, sentir une vérité dans un récit qu'on sait pourtant fictif. Cette capacité à raisonner sans croyance est étrange, elle défie la logique habituelle. Comment quelque chose peut-il nous toucher si on ne le croit pas? Comment une histoire peut-elle faire sens si on sait qu'elle n'est pas vraie? La réponse réside peut-être dans la différence entre vérité factuelle et vérité psychique, entre ce qui est arrivé historiquement et ce qui est vrai du point de vue de l'expérience intérieure. Un mythe n'a pas besoin d'être factuellement vrai pour être psychiquement vrai, pour décrire quelque chose de réel dans le fonctionnement de l'esprit, dans la dynamique affective, dans les mouvements de la psyché. Il peut dire quelque chose de juste sur la façon dont on vit la séparation, sur la manière dont on traverse la perte, sur ce qui se passe quand on affronte la peur, sans qu'aucun Dieu n'existe réellement, sans qu'aucun monstre ne soit jamais apparu. Les études en psychologie montrent que les récits fictifs peuvent avoir des effets réels sur la psyché, qu'ils peuvent modifier les représentations, transformer les affects, restructurer les schémas de pensée. Quand on s'identifie à un personnage, quand on vit mentalement son parcours, quand on ressent ses émotions, le cerveau active les mêmes circuits que si on vivait réellement ses expériences. La simulation mentale produit des effets similaires à l'expérience directe. Elle peut créer de nouvelles connexions neuronales, renforcer certains patterns, affaiblir d'autres, modifier les réponses émotionnelles automatiques. C'est pourquoi un mythe peut transformer, même si on ne le croit pas, même si on sait qu'il n'est qu'une histoire, parce qu'en le vivant mentalement, en le ressentant, en s'y laissant toucher, on produit en soi quelque chose de réel. Il y a aussi la question de la reconnaissance, cette impression étrange qu'une histoire ancienne décrit quelque chose qu'on a vécu, qu'on connaît, même si les circonstances sont complètement différentes. On reconnaît la structure, le mouvement, la dynamique, même sous des habits différents, même dans un contexte étranger. Comme si le mythe capturait une forme pure, une essence, un pattern détaché de ses manifestations concrètes, et que cette forme résonne parce qu'elle correspond à quelque chose qu'on a effectivement rencontré, même si c'était sous une autre apparence. Cette reconnaissance ne passe pas par la pensée consciente, elle est immédiate, intuitive, affective. On sent que c'est juste, qu'il y a quelque chose de vrai, sans pouvoir toujours dire pourquoi, sans pouvoir toujours l'expliquer. Et peut-être que cette impossibilité d'expliquer fait partie de la force du mythe, qu'il touche justement ce qui échappe à l'explication, ce qui résiste à la mise en mots clairs, ce qui ne peut être saisi que par cette reconnaissance silencieuse. Le monde moderne valorise la compréhension rationnelle, l'explication causale, la démonstration logique. Il se méfie de ce qui ne peut pas être prouvé, de ce qui reste flou, de ce qui fonctionne sans qu'on sache exactement pourquoi. Mais l'esprit humain ne fonctionne pas uniquement par raison, il fonctionne aussi par intuition, par affect, par reconnaissance de forme, par résonance. Et ces modalités ne sont pas inférieures, elles donnent accès à des dimensions de l'expérience que la raison seule ne peut pas atteindre. Elles permettent de saisir des vérités qui ne peuvent pas être formulées en termes logiques. Les mythes continuent de parler parce qu'ils s'adressent à ces modalités, parce qu'ils activent des circuits de l'esprit qui ne demandent pas de preuves, qui ne cherchent pas la cohérence logique, qui répondent à autre chose. Les figures intérieures qui persistent. Il y a en chacun de nous des figures intérieures, des présences psychiques, des voix, des forces qui ne sont pas vraiment nous,
mais qui habitent l'esprit, qui influencent, qui orientent, qui parlent sans qu'on les ait consciemment créées. Ces figures ne sont pas des hallucinations, elles ne sont pas perçues comme extérieures, mais elles ont une certaine autonomie, elles apparaissent dans les rêves, dans les pensées automatiques, dans les dialogues intérieurs, dans les impressions soudaines. La voix critique qui juge, la voix encourageante qui soutient, la voix anxieuse qui met en garde, la voix rebelle qui refuse, la voix conformiste qui s'adapte. Ces voix semblent avoir leur propre logique, leurs propres intentions, leur propre tonalité affective. Elles ne sont pas sous contrôle conscient, elles surgissent, elles s'imposent, elles influencent sans qu'on puisse toujours les faire taire. Les mythes peuplent le monde extérieur de figures qui ressemblent étrangement à ces présences intérieures, des dieux qui représentent différentes forces, différentes tendances, différents aspects de l'expérience. Le dieu de la guerre et le dieu de la sagesse, la déesse de l'amour et la déesse de la chasse, le trickster qui transgresse et le juge qui condamne, le créateur qui engendre et le destructeur qui anéantit. Ces figures ne sont pas de simples personnifications abstraites, elles portent des affects, des désirs, des conflits, elles sont vivantes, complexes, contradictoires, et en projetant ces forces intérieures sous forme de figures extérieures, le mythe les rend visibles, pensables, manipulables. Il permet de les mettre en scène, de les faire dialoguer, de les voir interagir. Ce processus de projection n'est pas une erreur primitive qu'il faudrait dépasser, c'est une opération psychique fondamentale qui continue de fonctionner, même dans un esprit moderne, même chez celui qui ne croit en aucun Dieu. Quand on attribue des intentions à des objets inanimés, quand on personnifie des forces naturelles, quand on imagine des présences dans l'obscurité, quand on donne un visage à la chance ou à la malchance, on ne fait pas vraiment une erreur cognitive. On utilise un mécanisme de l'esprit qui permet de donner forme à ce qui n'en a pas, de rendre concret ce qui est abstrait, de transformer des processus en agents, des forces en personnages. Les mythes utilisent systématiquement ce mécanisme. Ils transforment les dynamiques psychiques en personnages mythologiques, ils transforment les conflits intérieurs en batailles divines, ils transforment les processus de transformation en récits de mort et de renaissance. Et en faisant cela, ils permettent de penser ce qui autrement resterait confus, de voir ce qui autrement resterait invisible, de manipuler symboliquement ce qui autrement resterait inaccessible. Ils créent un espace intermédiaire, ni complètement intérieur, ni complètement extérieur, où les figures de l'esprit peuvent prendre forme, où elles peuvent être contemplées, comprises, transformées. Ce mécanisme fonctionne encore dans les productions culturelles modernes, dans les personnages de fiction, dans les super-héros, dans les figures emblématiques qui condensent certaines valeurs, certaines aspirations, certaines peurs. Ces figures ne sont pas crues au sens littéral. Personne ne pense qu'elles existent réellement, mais elles fonctionnent psychiquement, elles portent des projections, elles cristallisent des affects, elles représentent des forces. Et quand on s'identifie à elles, quand on les admire ou les déteste, quand on les suit ou les rejette, on travaille en réalité avec des aspects de soi, avec des tensions intérieures, avec des possibilités non réalisées. Les figures mythiques ont cette capacité à condenser, à concentrer en une image des dynamiques complexes, à rendre immédiatement saisissable ce qui autrement demanderait de longues explications. Une figure peut porter en elle des contradictions, des ambivalences, des tensions, sans qu'il soit nécessaire de les expliciter, sans qu'il soit nécessaire de choisir entre les pôles. Elle peut être à la fois dangereuse et secourable, destructrice et créatrice, maternelle et terrifiante, sans que cela pose problème, parce qu'elle fonctionne comme symbole, comme condensation, comme image qui contient plus qu'elle ne montre. Et c'est cette richesse symbolique qui permet au mythe de continuer de parler, même quand on ne croit plus aux dieux, parce qu'il touche des structures psychiques qui ne dépendent pas de la croyance,
qui fonctionnent en deçà de la conscience, qui répondent aux images plutôt qu'aux concepts. La mémoire qui ne se souvient pas. Il existe une forme de mémoire qui ne passe pas par le souvenir conscient, qui ne peut pas être rappelée volontairement, mais qui influence pourtant le comportement, les réactions, les préférences, les impressions. C'est la mémoire implicite, la mémoire procédurale, la mémoire émotionnelle, qui enregistre des patterns, des associations, des réponses automatiques, sans qu'on en garde de traces conscientes. Elle se forme très tôt, avant même que la mémoire explicite ne soit fonctionnelle, avant même qu'on puisse se souvenir. Elle enregistre les premières expériences relationnelles, les premières interactions avec le monde, les premiers apprentissages affectifs. Ces enregistrements anciens continuent d'agir. Ils déterminent en partie comment on réagit aux situations, comment on ressent les choses, ce qui attire ou repousse, ce qui rassure ou inquiète, sans qu'on sache pourquoi, sans qu'on puisse remonter à l'origine. Une impression de familiarité face à quelque chose qu'on n'a jamais rencontré, un malaise sans cause identifiable, une attraction inexplicable, une réaction disproportionnée. Tout cela peut provenir de cette mémoire profonde qui fonctionne sans se montrer. Les mythes semblent toucher cette mémoire, comme s'ils parlaient à des couches anciennes de l'esprit, à des structures qui se sont formées avant le langage, avant la pensée abstraite. Ils mettent en scène des situations archétypales, des configurations relationnelles fondamentales qui correspondent aux premières expériences, aux premières dynamiques affectives, aux premiers patterns inscrits dans la psyché. La relation à la figure maternelle, la relation à la figure paternelle, la relation au groupe, à l'autorité, à l'altérité, à soi-même. Ces relations ont été vécues avant qu'on puisse les conceptualiser. Elles ont été ressenties avant qu'on puisse les nommer. Elles ont laissé des traces qui ne prennent pas la forme de souvenirs, mais de dispositions, de tendances, de sensibilité. Quand un mythe raconte une histoire de séparation, de trahison, d'abandon, de retrouvailles, il ne raconte pas seulement un événement externe. Il évoque des configurations affectives que chacun a rencontrées d'une manière ou d'une autre. Il active des résonances dans cette mémoire profonde. Il fait vibrer des cordes anciennes. Il touche des zones sensibles qui ne sont pas accessibles à la conscience claire, mais qui réagissent quand même. C'est pourquoi on peut être ému par un mythe sans savoir exactement pourquoi, sans pouvoir identifier ce qui résonne, parce que ce qui est touché n'est pas de l'ordre du souvenir explicite, c'est de l'ordre de la trace implicite, de l'empreinte ancienne. Les neurosciences montrent que les circuits de la mémoire implicite sont différents de ceux de la mémoire explicite, qu'il implique des structures cérébrales plus anciennes, plus profondes, plus directement connectées au système émotionnel. L'amygdale, l'hippocampe, le système limbique, ces structures enregistrent les associations émotionnelles, les réponses conditionnées, les patterns de réactivité, sans que le cortex préfrontal, la zone de la pensée consciente, soit nécessairement impliqué. C'est pour cela qu'on peut avoir peur de quelque chose sans raison rationnelle, qu'on peut être attiré par quelqu'un sans savoir pourquoi, qu'on peut réagir automatiquement avant même de penser. Et c'est aussi pour cela qu'un mythe peut toucher sans qu'on comprenne, parce qu'il active ces circuits profonds, parce qu'il parle le langage des émotions, des images, des associations, plutôt que le langage des Teilesandisi, concepts et de la logique. Cette dimension archaïque des mythes n'est pas une faiblesse, ce n'est pas le signe d'une pensée primitive qu'il faudrait dépasser. C'est au contraire ce qui leur donne leur profondeur, leur capacité à traverser le temps, à fonctionner dans des contextes très différents, parce qu'ils touchent quelque chose de plus fondamental que les croyances particulières, que les systèmes de pensée spécifiques. Ils touchent les structures de base de l'expérience humaine, les patterns relationnels fondamentaux, les dynamiques affectives universelles, qui ne changent pas vraiment malgré les transformations culturelles, malgré les progrès techniques, malgré les évolutions sociales. Un enfant continue de vivre la séparation, un adolescent continue de chercher son identité, un adulte
continue de faire face à la limite et ces expériences continuent de produire des affects, des tensions, des questions qui trouvent dans les mythes des formes pour se dire, pour se penser, pour devenir supportables. Ce qui résiste à la désillusion. Le monde moderne a accompli un travail de désillusion sans précédent. Il a démystifié, désenchanté, rationalisé. Il a montré que les dieux n'existent pas, que les mythes sont des fictions, que la magie est une erreur cognitive. Cette désillusion était peut-être nécessaire. Elle a permis le développement de la science, de la technique, de la pensée critique. Elle a libéré l'esprit de certaines contraintes, de certaines peurs, de certaines soumissions. Mais en démystifiant le monde, en le réduisant à ce qui peut être mesuré, calculé, expliqué, on a peut-être perdu quelque chose. Non pas la vérité, mais une certaine manière d'habiter le monde, une certaine relation aux choses, une certaine qualité d'expérience. Les mythes ne survivent pas à la désillusion en tant que croyance. Personne ne croit plus littéralement aux dieux de l'Olympe, aux héros qui descendent aux enfers, aux monstres qui gardent les trésors. Mais ils survivent autrement. Ils survivent comme forme, comme structure narrative, comme réservoir de sens, comme espace où certaines vérités psychiques peuvent encore se dire. Parce que la désillusion n'a pas changé la structure fondamentale de l'esprit humain, elle n'a pas supprimé le besoin de sens, le besoin de forme, le besoin de récit, le besoin de symbole. L'esprit continue de chercher des patterns, de créer des connexions, de transformer l'expérience brute en quelque chose de compréhensible, de structurer le chaos, de donner forme à l'informe. Et les mythes offrent des patterns qui fonctionnent, des structures qui ont été testées, éprouvées, transmises, transformées sur des milliers d'années, des formes qui correspondent à quelque chose de stable dans le fonctionnement psychique humain. Ils ne demandent pas d'être crus, ils demandent d'être reconnus, sentis, utilisés comme des outils symboliques, comme des cartes, comme des langages pour dire ce qui autrement resterait muet. Le besoin de héros n'a pas disparu avec la modernité, il s'est transformé, il s'est déplacé, mais il persiste dans les figures sportives, dans les personnages de fiction, dans les modèles de réussite. Le besoin de récits de transformation n'a pas disparu. Il se retrouve dans les histoires de développement personnel, dans les parcours de vie exemplaires, dans les récits de résilience. Le besoin de figures symboliques n'a pas disparu. Il se manifeste dans les icônes culturelles, dans les symboles politiques, dans les représentations collectives. Tout cela témoigne que quelque chose dans l'esprit humain continue de fonctionner sur un mode mythique, même quand la pensée consciente est rationnelle, même quand on ne croit plus aux mythes anciens. La psychologie des profondeurs a montré que l'inconscient ne fonctionne pas selon la logique rationnelle, qu'il ignore la contradiction, qu'il mélange le temps, qu'il condense, qu'il déplace, qu'il symbolise. Il fonctionne comme le mythe, par image, par association, par résonance affective, par connexion non logique. Et cette partie de l'esprit n'a pas été transformée par la modernité, elle continue de produire des rêves qui ressemblent à des mythes, des fantasmes qui reprennent des thèmes mythologiques, des angoisses qui prennent la forme de figures archaïques. C'est peut-être pour cela que les mythes résistent à la désillusion, non pas parce qu'ils contiendraient des vérités cachées sur le monde extérieur, mais parce qu'ils correspondent à quelque chose de permanent dans le monde intérieur, parce qu'ils parlent le langage de l'inconscient, parce qu'ils utilisent les mêmes mécanismes, les mêmes processus, les mêmes formes. Et tant que l'inconscient existera, tant que les rêves continueront de se former, tant que des affects surgiront sans raison claire, tant que des impressions étranges traverseront l'esprit, les mythes garderont une pertinence, non pas comme explication du monde, mais comme formes qui peuvent accueillir ces manifestations, qui peuvent leur donner une intelligibilité minimale, qui peuvent les rendre moins étrangères. Les formes qui accueillent ce qui déborde. Il y a dans l'expérience humaine des moments qui débordent les cadres habituels,
qui ne rentrent pas dans les catégories normales, qui excèdent ce que le langage ordinaire peut dire. Des moments de joie intense qui ressemblent à de la douleur, de peur qui se transforme en fascination, d'amour qui touche la haine, de création qui passe par la destruction. Des expériences limites, des états modifiés, des passages, des transformations, des confrontations avec ce qui échappe au contrôle, avec ce qui dépasse l'ego, avec ce qui vient d'ailleurs. La pensée rationnelle a du mal avec ces expériences, elle cherche à les normaliser, à les expliquer, à les réduire à quelque chose de compréhensible, à les ramener dans les limites du connu. Mais en faisant cela, elle perd souvent ce qu'il y a d'essentiel, l'intensité, l'ambiguïté, la force transformatrice, la dimension qui justement excède le cadre normal. Les mythes peuvent accueillir ces débordements, parce qu'ils ne sont pas tenus à la cohérence rationnelle, parce qu'ils peuvent dire des choses extrêmes, contradictoires, impossibles, sans que cela pose problème. Ils peuvent raconter la métamorphose, la fusion, la dissolution, la renaissance, la mort qui est aussi une vie, la descente qui est aussi une montée, l'anéantissement qui est aussi une création. Ils peuvent tenir ensemble des contraires, faire coexister des états mutuellement exclusifs, créer des figures impossibles qui condensent ce que la logique doit séparer. Et en faisant cela, ils offrent des formes symboliques pour des expériences qui autrement resteraient innommables, qui ne pourraient pas être pensées, qui resteraient purement chaotiques. L'expérience de la transformation profonde, celle qui change quelque chose d'essentiel, qui fait qu'on n'est plus le même après, cette expérience ne peut pas vraiment être décrite en termes rationnels. Dire qu'on a changé d'avis, qu'on a acquis de nouvelles compétences, qu'on a modifié son comportement, tout cela est vrai mais insuffisant. Cela ne capture pas le sentiment qu'il y a eu une mort et une renaissance, une fin et un commencement, une perte et une découverte. Le mythe peut dire cela. Il peut raconter la descente aux enfers, la traversée de la nuit, la confrontation avec le monstre, la mort symbolique, la renaissance sous une forme nouvelle. Et cette narration mythique n'est pas seulement descriptive, elle est aussi performative. Elle donne forme à l'expérience, elle la structure, elle la rend pensable, elle crée un cadre où elle peut se déployer. Les rites de passage utilisaient systématiquement des formes mythiques. Ils mettaient en scène la mort de l'ancien état et la naissance du nouveau. Ils créaient un espace-temps séparé où la transformation pouvait s'accomplir. Le jeune qui devenait adulte devait mourir symboliquement comme enfant pour renaître comme homme. Cette mort n'était pas métaphorique, elle était vécue rituellement, dramatisée, rendue réelle par le mythe qui lui donnait forme. Et même si nous n'avons plus de rites de passage formels, même si nous ne pratiquons plus ces rituels, le besoin de marquer les transformations persiste, le besoin de donner forme aux passages, de les rendre signifiants. Les moments de crise, de rupture, de changement radical demandent des formes qui peuvent les contenir, qui peuvent leur donner un sens, qui peuvent transformer le chaos en récit. Sans ces formes, l'expérience reste brute, désorganisée, potentiellement destructrice. Elle ne peut pas être intégrée, elle reste comme un corps étranger dans la psyché. Les mythes offrent des cadres narratifs qui permettent cette intégration, qui transforment le vécu chaotique en histoire, qui donnent une progression, un début, un milieu, une fin, qui créent du sens là où il n'y en avait pas. Cette fonction structurante reste nécessaire, même dans un monde désenchanté, même quand on ne croit plus aux dieux, parce que l'expérience humaine continue de produire des moments qui débordent, qui excèdent, qui résistent à la normalisation. Et ces moments ont besoin de formes pour être accueillis, pour être pensés, pour être transformés en quelque chose de vivable. Les mythes offrent ces formes anciennes, flexibles, capables de se transformer tout en gardant leur structure, capables de dire ce qui ne peut pas être dit autrement, capables de tenir ce qui déborde. La présence silencieuse du symbole. Un symbole n'est pas un signe,
Un signe pointe vers quelque chose de précis. Il a une signification fixe, univoque. Il peut être traduit, expliqué, remplacé. Un symbole fonctionne autrement. Il évoque plutôt qu'il ne désigne. Il suggère plutôt qu'il ne définit. Il ouvre plutôt qu'il ne ferme. Il contient plus qu'il ne montre. Il a une épaisseur, une profondeur, une polysémie. Il peut dire plusieurs choses en même temps. Il peut être interprété de multiples façons, sans être épuisé par aucune interprétation. Les mythes sont saturés de symboles. Ils ne racontent pas seulement des histoires. Ils créent des réseaux symboliques, des systèmes de correspondance, des échos, des résonances entre différents niveaux. L'eau n'est pas seulement de l'eau, elle est aussi l'inconscient, la mer, la mort, la purification, la renaissance, le chaos originel, le flux de la vie. Le serpent n'est pas seulement un animal, il est aussi la transformation, la guérison, le poison, la sagesse, la tentation, l'énergie vitale, le cycle de mort et renaissance. Ces significations ne sont pas arbitraires, elles émergent de l'expérience, de l'observation, des associations naturelles, mais elles ne sont pas non plus fixes. Elles varient selon les contextes, selon les cultures, selon les époques. Ce qui reste constant, c'est la capacité du symbole à condenser, à concentrer en une image des réseaux de signification complexes, à créer des ponts entre des domaines apparemment séparés, à unifier ce que la pensée analytique doit séparer. Quand on rencontre un symbole, quelque chose se produit qui n'est pas de l'ordre de la compréhension intellectuelle. C'est plutôt une reconnaissance, une résonance, une activation de connexions souterraines. Le symbole fonctionne comme un nœud dans un réseau. Il active simultanément plusieurs circuits, il fait vibrer plusieurs cordes, il ouvre plusieurs directions en même temps. Les neurosciences cognitives montrent que le cerveau traite les symboles d'une manière particulière, qu'ils activent des patterns de connectivité plus larges que les signes ordinaires, qu'ils engagent simultanément plusieurs systèmes. Les zones du langage, les zones visuelles, les zones émotionnelles, les zones de la mémoire, les zones motrices, toutes peuvent être activées par un symbole riche. C'est cette activation multiple qui donne au symbole sa profondeur, sa capacité à toucher, sa résistance à l'usure, sa capacité à continuer de fonctionner même quand on croit l'avoir compris. Les mythes utilisent des symboles parce qu'ils veulent dire plus que ce que le langage ordinaire peut dire, parce qu'ils veulent toucher plus profond que la pensée consciente, parce qu'ils veulent créer des effets qui ne sont pas seulement intellectuels. Ils veulent transformer, pas seulement informer. Ils veulent faire sentir, pas seulement faire comprendre. Ils veulent ouvrir, pas seulement définir. Et pour cela, le symbole est plus efficace que le concept, parce qu'il engage l'esprit dans sa totalité, parce qu'il crée une expérience plutôt qu'une simple cognition, parce qu'il laisse de l'espace pour la résonance personnelle. Chacun peut trouver dans un symbole mythique quelque chose qui lui parle, qui résonne avec son expérience particulière, qui éclaire sa situation spécifique sans que le symbole soit pour autant réduit à cette signification personnelle. Le symbole garde sa richesse, sa polysémie, sa capacité à dire autre chose pour quelqu'un d'autre, ou pour la même personne à un autre moment. C'est cette flexibilité, cette adaptabilité qui permet au mythe de traverser le temps, de fonctionner dans des contextes très différents, de parler à des personnes très différentes, tout en gardant leur identité, leur forme reconnaissable. Dans un monde qui tend à tout réduire à l'information, à tout rendre explicite, à tout traduire en données, la présence du symbole maintient une ouverture, un espace pour l'implicite, pour le non-dit, pour ce qui résiste à la réduction. Les mythes continuent de fonctionner parce qu'ils maintiennent cet espace, parce qu'ils ne se laissent pas complètement traduire, parce qu'ils gardent une part d'obscurité nécessaire, une profondeur qui ne peut pas être épuisée. Et peut-être que nous avons besoin de cette obscurité, de cette profondeur, de ce qui ne se laisse pas complètement saisir, pour que l'esprit garde sa capacité d'émerveillement, sa capacité à être surpris, sa capacité à rencontrer quelque chose qui le dépasse, ce qui continue sans être vu. Les mythes n'ont pas besoin d'être reconnus pour fonctionner, ils peuvent opérer silencieusement,
invisiblement, sans qu'on sache qu'on utilise des structures mythiques, sans qu'on identifie leur présence. Dans les récits contemporains, dans les films, dans les séries, dans les jeux, dans les publicités même, on retrouve constamment des patterns mythiques, des structures narratives anciennes, des figures archétypales, sans que cela soit explicite, sans que cela soit intentionnel. Le voyage du héros, la quête initiatique, la confrontation avec l'ombre, la rencontre avec le mentor, le retour transformé, toutes ces structures y réapparaissent, habillées de modernité, adaptées au contexte contemporain, mais fondamentalement identiques. Cela suggère que ces structures ne sont pas de simples conventions narratives qu'on pourrait remplacer par d'autres. Elles correspondent à quelque chose de plus profond, à des patterns qui fonctionnent, qui capturent l'attention, qui créent du sens, qui satisfont quelque chose dans l'esprit. Les créateurs de récits ne consultent pas nécessairement les mythes anciens. Ils ne suivent pas consciemment des recettes mythologiques, mais ils redécouvrent spontanément ces structures, parce qu'elles marchent, parce qu'elles produisent des récits qui touchent, qui engagent, qui transforment. Et les spectateurs, les lecteurs, les joueurs répondent à ces structures sans les reconnaître explicitement, sans savoir pourquoi tel récit fonctionne et tel autre pas, sans identifier les patterns mythiques qui sont à l'œuvre. Cette transmission invisible, cette persistance non consciente témoigne d'une présence plus fondamentale que la culture explicite, que les savoirs enseignés, que les traditions reconnues. Les mythes continuent de circuler, de se transformer, de s'adapter, sans porter leur nom, sans être identifiés comme mythes, simplement parce qu'ils correspondent à des structures psychiques qui continuent de fonctionner. Ils sont devenus invisibles, mais pas inactifs, ils ont migré, mais pas disparu, ils se sont transformés, mais pas évanouis. Cette invisibilité n'est peut-être pas une faiblesse, elle est peut-être une condition de leur survie, parce qu'en n'étant plus reconnus comme mythes, en n'étant plus associés à des systèmes de croyances dépassés, ils peuvent continuer de fonctionner sans résistance, sans rejet. Personne ne se méfie d'une structure narrative, personne ne rejette un pattern de personnage, personne ne critique une progression dramatique, parce que cela ne se présente pas comme une croyance, comme une doctrine, comme quelque chose qu'il faudrait accepter ou refuser. Cela se présente simplement comme une histoire, comme un divertissement, comme une fiction, et dans cet espace apparemment neutre, les mythes peuvent continuer de faire leur travail, de toucher, de transformer, de structurer. Il y a aussi une transmission par les images, par les symboles visuels qui circulent en dehors du langage, en dehors des discours explicites. Certaines images gardent une charge symbolique, une résonance, même quand on ne sait plus d'où elles viennent, même quand on ignore leur signification originelle. La spirale, le labyrinthe, l'arbre, la montagne, le cercle, la croix, l'étoile, toutes ces formes continuent de fonctionner symboliquement, de créer des effets, de produire des résonances, sans qu'on ait besoin de connaître leur histoire mythologique. Elles parlent directement à quelque chose dans l'esprit, elles activent des patterns de reconnaissance, elles évoquent des sens qui ne passent pas par la compréhension intellectuelle. Cette présence silencieuse, cette action invisible, pourrait être la forme la plus efficace de persistance mythique, parce qu'elle ne demande rien, ne force rien, ne s'impose pas, elle agit simplement, discrètement, continuellement. Les mythes n'ont pas besoin d'être crus pour fonctionner, ils n'ont même pas besoin d'être reconnus, ils peuvent opérer en arrière-plan, structurer l'expérience, orienter la sensibilité, influencer les réactions sans jamais se montrer explicitement. Et peut-être que c'est ainsi qu'ils survivront, non pas comme tradition explicite qu'il faudrait préserver, mais comme structure implicite qui continue de circuler, de se transformer, de s'adapter, portée par la culture vivante, par les récits qui fonctionnent, par les images qui touchent, invisibles mais actifs, oubliés mais présents, transformés mais reconnaissables. Les mythes continueront peut-être de parler, aussi longtemps qu'il y aura des esprits humains pour les entendre, pour y répondre, pour les transmettre
sans savoir qu'ils les transmettent. Laissez maintenant ces pensées vous accompagner doucement. Les formes anciennes qui persistent sans se montrer, les structures invisibles qui continuent de fonctionner, les résonances silencieuses qui traversent le temps. Peut-être que dans vos rêves, cette nuit, vous rencontrerez ces figures, ces patterns, ces mouvements qui ne sont ni tout à fait nouveaux, ni tout à fait anciens. Et au réveil, vous ne vous souviendrez peut-être pas exactement, mais quelque chose aura bougé, imperceptiblement, comme toujours, quand les mythes font leur travail silencieux. Si ce voyage dans les profondeurs de l'esprit vous a touché, vous pouvez vous abonner à Sommeil et Savoir pour d'autres explorations nocturnes. Dormez paisiblement, bercés par ces formes anciennes qui continuent de murmurer, qui continuent de guider, qui continuent de donner sens, sans jamais demander d'être crues, sans jamais exiger d'être comprises. Simplement présentes, simplement actives, simplement là, dans les profondeurs où l'esprit ne cesse jamais de chercher, de reconnaître, de créer du sens à partir du chaos. Bonne nuit.